Allez, toute autre chose à présent. Notre Zoom va aujourd'hui nous emmener dans des lieux hors du temps. Les passages parisiens, sortes d'allées commerciales couvertes, ont été jusqu'à une centaine dans la capitale avant d'être détrônés par les grands magasins. Certains existent encore et ce sont leurs habitués qui vont nous servir de guide. Reportage signé Marie Croxel, Alix Ponsard et Vincent Abelaneda. Sur une centaine de mètres, au cœur de la capitale, la galerie Vivienne plonge les passants dans un concentré d'élégance à la française. On y déambule, les yeux tantôt levés vers son impressionnante verrière, tantôt rivés sur sa mosaïque colorée. À l'une de ses entrées, un bistrot dans son jus, le Bougainville, gardien de l'âme de la galerie depuis les années 60. C'est ma tartine à ma manière, hein, je suis désolée. J'en fous partout, mais c'est pas grave. C'est mon réveil, matin. Depuis combien de temps? Depuis que je suis là. Depuis 40 ans. Il y a là des commerçants comme Martine. Son amie Bella, elle, vit ici. Moi, je suis toujours étonnée de la réaction des personnes quand on leur dit, je lui dis, j'habite Galerie Vivienne. Ah bon? Karine Jaouni a repris l'affaire il y a 3 ans, conquis par l'atmosphère. Il y a des habitants et des riverains, donc c'est rigolo, parce que vous en avez qui vous racontent l'histoire du lieu X fois, et vous faites comme si vous l'entendez pour la première fois, mais c'est toujours un plaisir. Bella ne se lasse pas d'arpenter cette galerie, inaugurée en 1826 et sauvée de l'oubli par la haute couture. Kenzo le Premier y installera sa boutique en 1974. Des défilés y trouvent là un parfait écrin, sous la grande verrière. Les verrières sont la vie de la galerie. C'est ce qui donne la lumière, c'est ce qui donne quelque chose de très particulier. Les mercredis et les week-ends, les plus jeunes viennent insuffler un peu de leur insouciance. Certains enfants jouent ici, parce que ça incite à jouer, à suivre à cloche-pied. On fait comme une marelle, hein. Voilà, et on tourne autour. Mais oui. La plupart des passants l'ignorent, mais plus d'une centaine de personnes, toutes locataires, à l'instar de Bella, habitent la galerie, préservée du vacarme parisien. On est à l'intérieur, on est au-dessus de la galerie, parfaitement au calme, on n'entend aucun bruit. De chez elle, vue plongeante sur la verrière. Il m'a fallu très longtemps pour repérer à quel escalier correspond quelle fenêtre. Parce que tout est labyrinthique, tout est presque mystérieux. Dans ce dédale, un joyau. L'une des plus belles librairies de la capitale, le plus ancien commerce de la galerie. L'arrière-grand-père de François Joussaume s'y est installé en 1880. Sur les rayonnages boisés, plusieurs milliers de livres d'occasion et des livres anciens comme cet almanach de 1899. C'est des petits ouvrages qui étaient faits pour être offerts comme petits cadeaux, surtout pour les femmes d'ailleurs. C'est des petites histoires très courtes, coquettes sur la vie des femmes de l'époque. Le décor n'a pas bougé depuis l'époque où les visiteurs se nommaient Zola, Aragon ou Colette. Tous les écrivains du 19e sont venus ici. Pourquoi? Parce que la Bibliothèque nationale, pour leurs recherches, pour leurs rendez-vous, les grands boulevards qui étaient des lieux de rendez-vous, le Palais Royal qui était un lieu de rendez-vous. C'est d'ailleurs dans ces jardins, à quelques mètres de là, qu'il faut remonter le temps pour trouver la trace des premiers passages couverts. Ils prennent d'abord la forme de galeries de bois, un succès phénoménal, raconte l'historien Patrice de Montcamp. Mais insuffisamment luxueuses, elles sont démolies et remplacées en 1829 par la galerie d'Orléans. Donc il y avait des colonnades de chaque côté, avec une terrasse dessus sur laquelle se promenait le roi. Et là, il y avait une énorme verrière absolument magnifique. Là, on savait vraiment travailler le verre, donc c'était très très beau. Et il y avait 2 allées à l'intérieur, encadrées évidemment de boutiques de part et d'autre. Les pieds au sec, protégés du vacarme et de l'insécurité, les Parisiens peuvent désormais faire leurs courses à l'abri des intempéries. Les passages vont se multiplier jusqu'à l'arrivée des grands magasins vers 1860. Beaucoup ne survivront pas à cette concurrence.
lui, a traversé les épreuves. Dans le quartier Saint-Denis, le passage du Grand Cerf et sa verrière de 12 mètres de haut ont repris des couleurs dans les années 90, revitalisées par la présence de créateurs et d'artisans. La gardienne des lieux en connaît les moindres recoins. Bonjour. Bernadette Hérisson nous propose d'en partager une facette méconnue, au 3e étage, tout en haut. Quand on est en bas, on ne soupçonne pas ce qu'il y a là-haut. Oui. C'est fait exprès, c'est calme. Ouais. Un village, comme en suspension, chapelé de petites maisons qui manquaient au palmarès de ce photographe. Ça fait une trentaine d'années que je photographie le patrimoine parisien. C'est la première fois que je monte au-dessus du passage du Grand Cerf. Donc je profite de ces instants de lumière et de magie. Nous laissons Gilles Targa à l'exploration de la charpente métallique pour gagner cette fois la foule des grands boulevards. Le musée Grévin ne s'y est pas trompé. Il s'est installé en 1882, juste à côté de passages très animés. Depuis l'origine, ces stars de résine et de cire font l'objet de soins multiples tous les matins, avant l'ouverture au public. On s'assure que les personnages n'ont pas de griffures, sont bien coiffés, que les boutons sont toujours là, les bijoux sont toujours là. Et voilà, et on passe d'un personnage à l'autre comme ça dans tout le musée. Plus de 800 000 visiteurs viennent chaque année admirer les statues. Une aubaine pour tous les commerçants du quartier. Eh bien écoutez, vous allez voir, on entre directement dans le passage Jouffroy, puisque c'est une des sorties de secours du musée Grévin. Le passage Jouffroy. Je vous en prie. Et juste en face, de l'autre côté du trottoir, celui des panoramas, édifié en 1799. C'est le plus ancien passage parisien encore debout. À droite et à gauche, en fait, de l'entrée des panoramas, il y avait les tours des panoramas, très importantes, où on allait voir justement les panoramas, qui était le cinéma de l'époque, en fait. Au XIXe siècle, une foule encore plus compacte se presse ici. Aristocrates, bourgeois et prostituées raffolent des panoramas, pour tous le même rituel. On commence par aller au décrotteur, qui est toujours la première boutique des deux côtés. Voilà. Et là, on se remet en état propre et on peut aller se pavaner, draguer, faire tout ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, le passage n'est jamais aussi animé qu'à l'heure des repas. En une centaine de mètres, un tour du monde de la gastronomie dans un cadre qui n'a rien perdu de son charme. C'est un peu plus typique qu'une terrasse sur un boulevard en fait. C'est plus chaleureux et en plus il fait beau donc c'est super agréable. J'avais jamais vu ce passage en fait. Pourtant les grands boulevards, j'y suis passé un nombre de fois incalculable. La proximité de la salle des ventes Drouot fait du passage un repère de philatélistes depuis de longues années. Deux passionnés y détiennent le record de longévité, les frères jumeaux Guillaume et Henri Garcia, plus de 50 ans dans leur petite boutique encombrée. Comme nous étions enfants, on rêvait avec les éléphants du Cambodge ou les oiseaux du Mali, on rêvait. Il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas les appareils. C'était une évasion extraordinaire. Ils n'ont rien perdu de leur enthousiasme, émerveillés comme des enfants devant certaines pièces de leur collection. Voilà un timbre magnifique, un des plus beaux timbres de l'aviation française. Ça valait 50 francs déjà à l'origine. C'était beaucoup d'argent en 1936, 50 francs. Toute une vie professionnelle entre ces quatre murs. L'un d'entre eux porte encore l'empreinte du premier système d'éclairage public. Mais malheureusement, ils nous ont coupé le gaz. C'était pour mesure de sécurité, mais il fonctionnait très bien, une mention à gaz, depuis plus d'un siècle. Donc, voilà. Avant de prendre congé, ces fins connaisseurs nous signalent un lieu incontournable. Ce qu'il ne faut pas manquer, c'est le café Stern, qui est de toute beauté, qui est monument historique. Un café-restaurant installé depuis 2014, là où jadis se tenait l'atelier de gravure du célèbre imprimeur Stern. Repas italien, dans une ambiance feutrée de boudoir, accentuée par les boiseries anciennes.
La restauration a également préservé les vitraux du XVIe siècle. La beauté du Café Stern, c'est qu'il a vraiment un âme. Donc, je remercie toujours de travailler dans ce restaurant-là. De l'imprimeur, les nouveaux propriétaires ont même gardé la chambre forte, transformée en salon privé. Elle abritait des titres de banque et des documents officiels de prestigieux clients comme l'Élysée. Un décor et une histoire inspirante, abondamment croquée par les dessinateurs. Louison et Pierre-François investissent les passages à l'affût de détails insolites et de scènes de vie. Ça permet de vraiment nourrir son imaginaire, même les gens qui passent, les vitrines, et c'est comme un passage dans un autre temps aussi. Chaque boutique a un petit univers. Donc en une journée, on a pu découvrir plein d'univers différents, et donc d'objets variés, des boutiques de jouets, des boutiques de cannes, etc. C'est un petit paradis parce qu'il y a de tout. À Paris, sur la centaine de passages qui ont existé, une quinzaine, essentiellement concentrés dans le cœur de la capitale, continue d'enchanter les visiteurs. Chacun, à travers son identité singulière, raconte un pan de l'histoire de Paris.